Salut à tous, ça fait des plombes, super longtemps que j'ai pas enregistré un tuto. J'avoue que j'avais pas vraiment le power de faire ça. Puis j'avais peut-être pas de choses très intéressantes à raconter. Et puis là, je viens de terminer un projet là qui m'a pris 3 semaines, un peu dense, où pour la première fois j'ai utilisé Mograph sur Cinema 4D. Parce que moi je suis plutôt X-Particles ou Particle Flow sur 3ds Max, ou le système de particules de Maya que je connais depuis des lustres et des lustres. Et puis aussi j'aime beaucoup, au passage j'aime beaucoup ce qui s'appelle TY Flow sur 3ds Max, qui est une version multi-trading de Particle Flow avec quelques trucs supplémentaires. Et puis là je me suis dit tiens si t'essayais Mograph, parce qu'a priori tu devrais pouvoir faire ce que tu veux faire avec. Et bon, je vais pas vous montrer, malheureusement je peux pas vous montrer ce que j'ai fait avec, pour l'instant ça reste confidentiel pour mon client, et donc pour moi aussi, mais voilà, c'est un tas d'objets, on va dire, sur lesquels il y a une texture, et puis tout vient s'assembler pour former une image. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça, c'est la base du truc. Et puis, ça a été tellement compliqué pour moi de comprendre toutes les relations qu'il pouvait y avoir entre les systèmes de mapping, de texturing, d'image texture, entre Mograph et le cloner, et puis Octane, que là je viens de terminer le projet, et je me suis dit mais si je refais pas un tour de comment j'ai fait, et si je me l'enregistre pas, jamais j'arriverai à me rappeler. Je risque de repasser des jours à galérer pour essayer de retrouver ces trucs qui pourtant ont l'air simples, mais il y a tellement d'indépendance entre les paramètres que c'est quand même relativement compliqué. Je dois avouer que ça faisait longtemps que j'étais pas tombé dans un domaine aussi complexe d'interdépendance. Voilà. C'est-à-dire que vous cliquez sur un truc à un endroit, mais ça marche que si vous avez cliqué sur 3 autres trucs à 3 autres endroits, quoi. Donc voilà, je vais enregistrer ça pour essayer de me rappeler. Là, on va dire que c'est la partie 1, on va faire une partie un petit peu simple sur comment mapper des clones Mograph pour qu'ils soient utilisables sous Octane. Octane, c'est mon moteur de rendu de prédilection depuis qu'il est sorti, à peu près, depuis qu'il existe. Alors, je sais plus, 2013, un truc dans ce genre. J'adore, voilà. Bon, il s'avère en plus que j'ai une foultitude de cartes graphiques branchées sur la machine, donc c'est cool. Alors, on va essayer de reprendre au début. Donc là je vous montre un petit peu la problématique, c'est de mapper des choses sur un tas d'objets et que le mapping reste en place même quand les objets bougent, que le mapping reste en place sur les objets en question. Donc ça, c'est une petite scène que je me suis refait en vitesse pour essayer de bien me remettre en tête ce dont il fallait que je me rappelle. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ça et puis je vais partir d'une nouvelle scène. Alors, je pourrais aller droit au but en vous disant pour faire ce qu'on vient de voir, vous faites ça, mais franchement c'est complètement inutile, quoi, parce que si vous comprenez pas ce que vous faites, ça n'a aucun intérêt. Donc on va y aller tranquille. Ça servira à ceux qui connaissent pas Mograph, ça servira à ceux qui connaissent mal Mograph et Octane. Ça servira à ceux qui débutent également sur Cinema 4D, dans l'idée de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du motion design. Le motion design, on a l'impression que ça doit toujours être un truc technologique, stylé, avec les outils du moment. Enfin bon, ok. Je vais pas faire plus de commentaires à ce sujet. Donc on y va. Alors, la base pour utiliser Mograph, c'est qu'on a un tas d'outils qu'on appelle des générateurs. C'est ceux qui sont en vert. Les générateurs vont fabriquer, vont générer de nouvelles choses.
Et ce qui nous intéresse, c'est le cloneur. On va dupliquer quoi? Alors on va d'abord faire un cube, en cliquant ici. Alors je vais prendre un petit cube de 5 cm de côté. J'appuie sur H pour zoomer sur la scène. Et puis ce cube, pour le rendre un petit peu plus joli, je vais lui ajouter un filet là de 0.5. Voilà, une petite bordure lissée. Si je vais dans Display, Grow Shading and Lines, voilà, je vois un petit peu mieux à quoi ça ressemble. On peut régler ici la bordure ou le faire là. 0.25, allez, non, 0.3. Alors, à partir de ce cube, je vais utiliser un cloneur pour cloner ce cube. Là, je pense que c'est facile à comprendre. Donc, quand le cube est sélectionné, si vous sélectionnez mot graphe cloneur, vous n'avez... Voilà, donc, on a les petits points jaunes qui apparaissent, c'est des clones, mais pour l'instant ça clone rien parce qu'on n'a pas dit au cloneur ce qu'il fallait qu'il clone. Alors pour ça, on va prendre le cube et on va le glisser dans le cloneur. Voilà, maintenant mon cube est cloné. Alors, dans les paramètres du cloneur, dans Objet, là je suis en mode Grid Array, donc c'est une grille tridimensionnelle, X, Y, Z. Et puis je peux indiquer ici le nombre d'instances que je souhaite, count. Alors, 10 en X et 10 en Z. Et puis on a la taille, là en dessous, size, la taille de la grille. Donc je vais la réduire. On va mettre 10, 10, 10. J'appuie sur H. On va mettre, donc nos cubes font 5, donc on va mettre 5. En Y, je m'en fous, 0, puisque j'ai une seule instance en Y. Et voilà notre petit groupe de cubes qui sont pilotés par le cloneur. Alors, je reprends. Notre cloneur utilise les objets qui sont à l'intérieur, les objets qui sont dans sa hiérarchie, donc ici j'ai un cube, pour les dupliquer avec les paramètres que l'on indique ici, Grid Array, Clones, Iterate, bon, ça, pour l'instant ça ne nous intéresse pas, Reset Coordinate, ça ne nous intéresse pas, Fix Texture, on verra ça plus tard, Instance Mode, alors c'est un petit peu compliqué aussi, soit l'objet généré c'est une seule instance, soit l'objet généré c'est plusieurs instances des objets qui sont générés, ou soit c'est les multi-instances, on verra instance et render instance. Multi-instance, ça commence à se compliquer aussi. Bon, ok, donc là j'ai mon cloneur, je veux faire un rendu sous Octane, donc j'ouvre mes settings, je vais prendre un preset par défaut que j'ai, dans lequel j'ai Alpha Channel et j'ai pas le Keep Environment. Ensuite, Octane Dialogue, il est là. Hop, on peut essayer de faire un rendu, hop hop, voilà. Donc par défaut sous Octane on a un environnement qui est blanc. Alors, on va le retrouver ça dans les settings. Ah, la fenêtre va se mettre tout au coin là-bas. Dans les settings, je sais plus où. Alors ça doit être dans settings, devices, environment, env, voilà. Par défaut, l'environnement utilisé, c'est une sorte de grille là. Donc c'est à vous de voir, vous mettez ce que vous voulez. Moi je préfère en créer un, donc je vais prendre dans Objects, je vais mettre un HDRI Environment. Donc pour l'instant j'ai aucun fichier associé là, mais j'ai bien un image texture. Il faut bien que je garde ça, je mets pas directement un fichier ici. Je vais dans image texture et là je mets un fichier. Alors je vais pas me prendre la tête parce que j'utilise Grayscale Gorillaz et ils ont un petit système qui s'appelle HDRI Link qui est un tag. Et c'est en fait un système qui permet de naviguer dans une librairie d'environnement. C'est vraiment très sympa, agréable à utiliser. Ça permet d'aller droit au but. Par contre, pour faire le lien entre le tag HDRI du fichier utilisé par l'HDRI, par l'environment tag
de l'Octane Sky, il faut que je dise au plug, au tag HDRI Link, où est-ce que, quand je choisis un fichier là, où est-ce qu'il doit aller le mettre. Donc, il faut aller dans l'HDRI tag, l'environment tag de mon Octane Sky, j'ouvre le texture ici, et là j'ai le fichier, et je vais sélectionner le fichier ici, File, je clique sur ce paramètre, et je le glisse dans l'HDRI Link. Et maintenant, dans mon HDRI Link, dès que je sélectionne un environnement, il va être attribué au tag de l'HDRI Environment de Octane. C'est compliqué, hein, 10 minutes. Déjà, pour arriver juste là, quoi. On va essayer de prendre un Studio Basics. Est-ce qu'on peut prendre un truc qui donne des jolis reflets sans que ce soit trop compliqué non plus. Tiens, on part sur un truc un peu bleuté. Voilà, puis on verra après. Alors, là, donc j'ai une texture. Par défaut, l'objet n'est pas bleu, hein, c'est l'environnement qui le rend bleuté. D'ailleurs, ouais, j'ai peut-être fait une boulette. Allez, je vais prendre un environnement blanc. Voilà. Blanc, et qui a priori est beaucoup trop fort. Donc je peux aller changer le power ici. C'est vraiment power de chez Power là. Hein. Bon, allez, venez, on s'amuse, on fait le tour ensemble, on regarde. Je vais retourner. Puisque là c'est trop power, on va prendre. On va prendre quoi? Blanc en haut, jaune en dessous. Voilà, un petit peu de jaune en dessous, mais voilà, a priori nos cubes ils sont blancs. Bon, premier truc, cube. Je vais faire une texture. Materials, Create, Glossy, tiens. On se fait un Glossy. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas là. Si, le voilà. Et puis si je prends ce Glossy et que je l'affecte au cube, et puis je vais changer un petit peu sa couleur. Voilà, Glossy rouge. Donc le cloneur clone les cubes qui ont un Glossy rouge. Maintenant, si je prends le matériel et que je le mets sur le cloneur, j'obtiens la même chose. Si je le vire, le tag là, ça redevient blanc. C'est-à-dire que mes cubes qui n'ont pas de couleur sont clonés par le cloneur. Et lui, par contre, le cloneur, dans les paramètres Transform, il a une couleur. Mais, comme on le voit ici, alors je vais prendre un orange, cette couleur, même si je rafraîchis, elle n'est pas envoyée à Octane. Elle est envoyée au moteur de rendu standard. Vous voyez. Alors si je fais un rendu là, elle est bien envoyée au moteur de rendu standard, mais elle n'est pas envoyée à Octane. Bizarrement. Et bizarrement, ce paramètre va nous embêter plus loin. On va le voir. Alors, donc on va dire que mes clones ils sont orange. Comme ça, je verrai bien si la couleur provient du cloneur ou si elle vient de la texture ou quoi. Bon. Ce que je veux faire maintenant, c'est que, admettons que je veuille multiplier des cubes qui ont des couleurs variées sur le même cube. Alors, pour ça, je vais sortir mon cube. Ça n'a rien de vulgaire. Et puis, j'aimerais bien sélectionner des faces pour dire, cette face, elle est telle couleur. Et, par exemple, des faces rouges. Et là, si je clone celui-ci, si je le duplique, et puis que lui, il est vert, je voudrais avoir une face verte en haut et que le reste soit rouge. Je peux pas sélectionner les faces, là, parce que c'est un objet paramétrique. Donc, il garde la possibilité d'être paramétré.
Donc il va falloir convertir ce cube en objet éditable. Alors c'est un petit peu chiant parce qu'il faut revenir en arrière après si on veut changer des paramètres. Si par exemple je duplique ce cube, donc je vais l'appeler obj, j'éteins entre guillemets la génération du premier, et sur le deuxième, je clique sur le bouton là, Make Editable. Alors lui maintenant il est éditable et on voit qu'avec l'outil de sélection de face, on peut sélectionner des faces. Mais si je décide de changer le rayon là, le problème c'est que dans les paramètres de génération de ce cube, ben j'ai plus la propriété du rayon, de courbure, du bord. Donc il va falloir repartir du précédent, c'est pour ça que je le duplique, comme ça je peux repartir du précédent au cas où. Alors il y a d'autres méthodes plus techniques qui permettent de garder le paramétrique et de rajouter des sélections, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Alors là j'ai sélectionné une face en haut, ou plutôt ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'outil de sélection de l'objet. Donc là j'ai l'objet cube obj qui est sélectionné, qui est éditable, qui est sélectionné entièrement. Je vais prendre la couleur rouge et je vais la mettre sur mon objet. Donc hop, mon objet devient rouge. Si je fais un rendu express, j'ai un cube rouge. Bon, bonne nouvelle. Maintenant, je vais utiliser l'outil là de sélection des faces, des polygones. Je sélectionne la face d'en haut et quand elle est sélectionnée, je glisse mon Octane Glossy qui est vert sur cette face. Alors, je vais revenir tout de suite en mode édition objet. Je quitte le mode édition des polygones, histoire de ne pas me perdre. Alors, on a bien le résultat escompté. Alors, c'est un truc que je déteste dans Cinema 4D. C'est qu'on ne sait pas dans quel ordre ces trucs s'appliquent. Est-ce que c'est... J'ai une sélection de polygones, j'applique du vert. Ah, il faut que j'applique du rouge. Eh ben, j'applique du rouge, mais pas là où il y a déjà un truc appliqué. Alors que a priori, ça s'applique plutôt, les tags s'appliquent de gauche à droite. Alors ce serait genre, j'applique un fong, c'est-à-dire je fais un lissage des bords. Alors si je prends le fong là, et que je diminue l'angle du fong qui est à 40 là, si je le diminue à 0, eh ben on voit les facettes qui apparaissent dans le rendu. Donc je remets le fong à 45, donc si l'angle est de 45 au plus, ça lisse les transitions entre les faces. Donc j'ai un fong, ici j'ai un UVW, c'est-à-dire que je sais que j'applique une texture. Bizarrement là on a un UVW tag, c'est-à-dire ça sert à appliquer des textures d'un côté et de l'autre sur une face dans un sens, de façon circulaire, cylindrique ou quoi. Et j'ai un UVW tag avec aucune donnée à éditer. C'est juste un UVW tag. J'avoue que j'ai du mal à savoir à quoi il sert quand il sert à rien. Il l'a créé automatiquement. Si je l'enlève, ça change rien en plus. Donc voilà, c'est des trucs dans Cinema 4D qui me saoulent un peu, mais enfin bon. Ensuite, admettons que les tags s'appliquent de gauche à droite. Il applique la texture rouge sur l'ensemble du cube, et ensuite il se dit, tiens, faut que j'applique une texture verte. Ah oui, mais sur quoi? Ben, sur les faces sélectionnées là. Donc cette petite icône, ce petit tag, c'est un Polygon Selection Tag qui dit que j'ai sélectionné des faces. Mais alors, moi, j'aurais préféré que ça marche dans un autre sens. J'aurais préféré que la sélection soit ici. D'ailleurs, comme vous le voyez, ça marche. Quand on met le Selection Tag à gauche de la texture qu'on veut appliquer, ça continue de fonctionner. Même hein, si je fais un refresh, donc en remettant les choses un petit peu dans l'ordre, par défaut c'est rouge, ensuite j'ai une sélection qui elle va être verte. Et pourquoi ça marche dans n'importe quel sens? Alors là, mystère. Franchement, mystère, là c'est un Polygon Selection 1, et ce tag, on n'a rien qui dit sur quoi il s'applique. Si, il s'applique ici, voilà. Et c'est un petit peu compliqué d'aller le chercher. C'est que cette texture s'applique sur cette sélection. Alors vous pouvez la mettre n'importe où, ça marche parce que dans la texture ici, vous avez ce truc selection là qui dit que la texture
s'applique sur la sélection Polygon Selection 1. Et je trouve ça complètement bordélique. Enfin bon, allez, on continue. Parce que là, ouais, je me disperse un petit peu. Mais enfin bon. Alors néanmoins, bon à savoir, on peut éditer une sélection. Hein. Quand on a un selection tag, si on double-clique simplement sur le selection tag, il passe automatiquement en mode édition de polygone. On a notre polygone qui est sélectionné ici, on peut en sélectionner d'autres. En appuyant sur Shift, je prends les trois là. Et on a une fonction ici, enfin on a des outils ici, qui nous permettent de mettre à jour la sélection, update, de sélectionner d'autres choses. Solo, on voit uniquement la sélection, ou Show All. Alors donc, si je resélectionne le premier, que j'appuie sur Shift majuscule, je sélectionne ces trois autres là, je clique sur Update, et là il fait une mise à jour de la sélection qui est stockée dans ce truc là. Bon, c'est intéressant parce que on va pouvoir resélectionner d'autres morceaux. Alors je vais juste prendre les parties supérieures ici. Shit, moving the H. Voilà, Shift, hop. H. Shift. Je tourne le cube. Shift. Je sélectionne ça. Et je fais Update. J'enlève ça. Je refais Update. Et a priori, c'est OK. Alors, c'est OK dans le viewport, mais c'est pas OK ici. Donc, il va falloir... Donc, on a fait Update. On va quitter ce mode-là. Et on va rafraîchir la vue. Les données, super, ça marche pas, donc je relance. Voilà, il faut relancer complètement send your scene and restart new render. Bon, allez, on le saura. Petit truc en passant là, j'ai fait un filet divisé par 3, mais si vous faites des boîtes d'emballage ou des trucs comme ça avec des petits filets pour que le côté de la boîte soit légèrement plié, utilisez là, donc quand vous générez un cube dans Object Fillet, utilisez une subdivision avec un nombre pair, comme ça vous aurez une division au milieu, pile au milieu. Voilà, ça vous permettra d'appliquer des textures en haut, à droite, à gauche, en bas, tout ça, de façon plus cohérente. Enfin bref. Bon, maintenant on retourne au cloneur. Alors, je prends mon objet, je vais le reglisser dans le cloneur. Voilà ce qu'on obtient. Bon, ça paraît tout à fait normal. Et ça l'est. Bonne nouvelle. Bon, maintenant on va essayer un truc. On va faire un... Je duplique... Ah oui, excusez-moi. Je suis peut-être allé un petit peu vite là, mais donc CTRL. Je prends une texture là, un matériau, je le glisse à côté. Ça me fait une copie. Alors on voit pas les noms en entier, mais si on passe en mode View, Material List, voilà. Donc il rajoute un petit numéro au bout. Pour l'instant, je me prends pas la tête avec les noms, puisque j'arrive à faire la différence avec les couleurs, j'en ai pas 12 000. Donc maintenant, si je prends cette texture bleue, et tiens, juste pour le fun, je la rajoute au cube. Boum, tout devient bleu. Et si je mets ce tag de texture à la fin, si je le mets au début, et là on voit dans quel ordre ça s'applique. C'est bien de gauche à droite. D'abord, il essaye de mettre du bleu sur tout, puisqu'il n'y a pas de sélection affectée là en bas. Dans Selection, ici, il n'y a rien. Donc, il met le bleu. Ensuite, il met le rouge. Ensuite, il met le vert sur la sélection qui est indiquée là. Polygon Selection 1. La sélection qui se trouve ici et qui s'appelle Polygon Selection 1. Donc ça c'est important à savoir, à comprendre, et toujours bien comprendre dans quel ordre les choses s'enchaînent. Mais encore une fois, si je mets ce vert à la fin, voilà, et la sélection à la fin, quelle que soit la position de la sélection, le vert va s'appliquer dessus du moment qu'il s'applique en dernier. Puisque là on voit qu'on met du rouge,
on met du bleu, et ensuite on met du vert sur la sélection. Alors c'est pas évident à voir ici, il devrait y avoir peut-être sur le tag, ce serait sympa que dans un coin il y a un petit point rouge, je sais pas, qui nous dise que ce tag s'applique à une sélection précise. Donc moi, pour me rappeler, je mets le tag de sélection juste avant la texture qui s'en sert. Maintenant, si je prends ce bleu et que je le mets direct sur le cloner, il se passe rien. C'est-à-dire que mettre une texture sur le cloner, à ce niveau-là, ça ne change rien. Mais, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez écraser toutes les textures utilisées par un objet par une texture globale sur le cloner. Alors, pour faire ça, donc vous mettez un matériau dans le cloner, un tag sans sélection, vous sélectionnez le cloner, et là, vous allez, vous allez dans ce paramètre qui s'appelle Fix Texture, et au lieu de le laisser sur Off, vous mettez Straight. Donc il va directement appliquer la texture sur tout. Straight. Boum, direct. Alors, j'ai jamais essayé Alternate X et Y. On peut regarder si j'en mets deux. Et que... Non, je sais même pas... franchement, je sais même pas à quoi ça sert. Straight. Alternate X on render instances or multi... Non. I don't know. Bon, c'est pas grave. Donc on a vu que dans Fixed Texture, il prend la dernière, là encore, on a le bleu suivi du vert. Il applique le vert et ensuite il applique le bleu. Donc bon, on garde celle qu'on veut, allez, je garde le bleu. Bon. Là, j'ai ma texture bleue qui est appliquée. Le problème, c'est comment elle est appliquée sur mes clones, quoi. Bon, ça a l'air simple, hein. Mes clones sont bleus, point. Sauf que c'est pas si simple que ça. Si j'édite le matériau bleu et que par exemple dans Diffuse je vais choisir une texture, alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est Load Image, ou alors cliquer directement dans Texture sur les points là et choisir un fichier. Je vais prendre celui-ci. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas une bonne idée parce qu'on utilise Octane et Octane a besoin de certains paramètres pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Bon, là, comme vous l'avez remarqué, alors que quand on met sur le cloner une texture, par exemple, tiens, je remets la verte là. La texture est appliquée de façon uniforme sur tous les objets. Mais en fait, il l'applique sur les objets un par un. Et il ne considère pas le cloner, c'est-à-dire tous les objets dans leur ensemble, comme étant un objet. Il applique la texture objet par objet. On le voit très bien sur le rendu ici. L'image que j'ai mis dans le Diffuse s'applique à chaque côté de mes cubes. Même si mes cubes ont une sélection d'autres tags, etc. Il prend les objets un par un et il applique. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire. Là. Donc, il prend la texture, il l'applique au cloner. Le cloner fait des itérations, donc il passe sur chaque point qu'il a créé et il duplique les objets qui sont à l'intérieur. Cube Object. Reset Coordinates, pour l'instant mon cloner il est à 0, 0, 0, donc ça n'a aucune utilité. Alors, Instance Mode, est-ce que ça change quelque chose? Render Instance, Multi-Instance, ça change rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit au cloner? Qu'il doit appliquer la texture sur chacune des faces définies UV ou W de mes objets et pas sur le cloner dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je vous avoue que j'ai eu, et j'ai encore un petit peu de mal à comprendre. Mais, si je vais sur mon tag,
de la texture que j'applique. Donc c'est là qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Sur ce tag, on a donc le matériau qui utilise un fichier. Sélection, il n'y a rien de spécial. Et c'est dans la projection ici où on a l'indication qui nous intéresse. C'est-à-dire que chacun des cubes, sur chacun de ses côtés, a par défaut une projection UV-W. C'est-à-dire X, Y, Z, on va dire. Et cette projection UV-W, elle a été créée par défaut. En fait, elle existe. On la trouve ici. C'est là qu'on comprend pourquoi, quand on crée un objet, qu'on applique une texture, il crée par défaut un UVW tag. Cet UVW tag qui se trouve ici dit pour le cube, il dit au cube que s'il y a une texture avec une image à appliquer, eh ben, sur chaque face, tu vas l'appliquer. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour faire un tuto sur les UVW mapping. Sachez juste que pour un cube en tout cas, il est créé par défaut et chaque face du cube a ses propres coordonnées UVW. Et que on va le retrouver, on va les retrouver dans le cloneur. Tiens, il me met pas à jour le rendu là, il faut que je recharge la scène. J'ai pas mis le bon, excusez-moi. Voilà. Donc, au lieu, maintenant je reviens sur le matériau, le tag là, et là, si je descends, on a ce paramètre, projection. Donc, comment je projette la texture sur les objets. L'UVW mapping est défini pour chacune des faces de mes objets. Mais maintenant, je peux le changer. Je peux dire, je veux un flat, je veux une projection plane. Donc, il prend l'image et il la projette de façon plane sur le cloneur dans son ensemble, cette fois. Malheureusement, vous voyez qu'on a juste un tout petit bout de l'image. On va essayer de revoir l'image originale. Voilà, vous voyez là, l'image originale, il y a une partie effectivement qui est en dégradé orange. Donc, il fait cette projection de type flat, à plat, et on se retrouve avec ça. Ça vient de quoi? Ça vient, cette projection un petit peu bizarre, vient du fait qu'il faut maintenant, pour notre cloneur, ou notre tag, il faut définir comment la projection de notre image se fait, puisque on vient de lui dire tu fais une projection à plat, flat, mais dans quel sens? De haut en bas, enfin c'est-à-dire sur les faces supérieures, sur le côté. Là a priori c'est sur le côté. Alors c'est peut-être pas évident à voir. Si je mets en lines et que je choisis ici l'outil de positionnement de texture, si je recule, on voit ce carré là qui indique donc que mon image est projetée, on va dire, de cet axe là, le bleu Z, de ce moins Z en plus Z, dans ce sens là. Donc on a juste en fait le côté des carrés là qui récupère la texture qui est projetée. C'est-à-dire qu'il y a un petit bout, l'image est carrée là, et il y a un petit bout de cette image qui est projetée ici. Alors, on va déjà faire un premier truc, c'est qu'on va essayer, puisque notre projection flat à plat, par défaut, elle est carrée, on va essayer de faire en sorte déjà qu'elle ait au moins la même taille que l'image originale, enfin le même ratio largeur-hauteur, parce que l'image qu'on projette, elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Donc, on fait un clic droit sur le tag du map et on va utiliser la fonction Fit to Image pour donner à cette projection le ratio largeur-hauteur de l'image. Et je resélectionne la même. Oups, on a quelque chose de différent. Bon. Mais il n'est pas dit que ce soit vraiment ce qui nous intéresse. Bon. Un truc est sûr, c'est que quand on regarde ces lignes là, elles sous-entendent que l'image est bien projetée là sur la direction Z, de ce côté vers ce côté. Donc
on va avec notre outil de rotation et on est en mode d'édition de texture, on va faire pivoter le plan de projection, voilà, en appuyant sur majuscule et on tourne à 90. Ça commence à être un tout petit peu plus cohérent. Maintenant on va zoomer, donc j'utilise l'outil de... j'appuie sur T, j'utilise l'outil de zoom là pour dézoomer, voilà. Et puis je peux déplacer en appuyant sur E. Voilà, je peux déplacer mon image. Ça y est. Enfin, mon image, et là on le voit, ce sont... alors, c'est pas super évident. Je pousse un petit peu ça. Ça se passe entre cette flèche verte et cette flèche rouge. Puisque même si on a un carré blanc, puisque chaque définition de projection UVW se fait sur des coordonnées de 0 à 1 dans un sens et de 0 à 1 dans l'autre, c'est forcément un carré, mais je peux déformer, à l'intérieur de ce carré, je peux déformer mon image. D'où cette flèche verte, qui est plus petite que cette flèche rouge, qui va jusque là, et qui me donne la taille et la position de la projection. Donc sur T, je change à nouveau l'échelle, et je suis bien en train de projeter cette image, ici, flèche verte, flèche rouge, sur tous mes objets, sur tous les objets du cloneur. Alors, je ne sais pas s'il faut considérer ça comme un défaut ou comme un avantage. Par défaut, il y a ce qu'on appelle un système de tile mosaïque, on peut dire, je pense, ou carreau en français. Vous savez, quand vous mettez des carreaux dans votre salle de bain, le motif se répète. Donc par défaut on a une répétition du motif. Si on va dans le tag du matériau utilisé, je peux remonter ça. Alors on a, en plus du type de projection où on a choisi flat, bien sûr on a d'autres types, sphérique, cylindrique, bon. On peut choisir un type de projection, mais sincèrement ça change pas grand chose, sauf que si on prend grid, là on voit mieux comment notre projection est faite, et ça c'est agréable. En solide, on projette une image où chaque élément de l'image est censé normalement être carré, mais ça nous permet d'avoir dans le preview une information sur la déformation que l'on a appliquée. Donc je vais revenir sur grid, parce que voilà, on voit mieux l'endroit où la projection est faite. Et puis on a cette fonction là en dessous qui s'appelle tile. Si je l'enlève, alors vous voyez que il ne reproduit pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme si c'était des motifs qu'il faut répéter, comme je vous le disais, comme dans une salle de bain, quand vous mettez des carreaux au mur ou au sol. Mais problème, ça marche pas dans le moteur Octane. Ça marche dans le preview ici. Je crois que ça marche dans ça marche dans le moteur de rendu intégré de Cinema 4D, mais Octane, lui, il fait un tile. Il le fait ailleurs. Donc on va essayer de le trouver. Alors, il n'empêche que pour bien comprendre ce que je fais, vu que ce tile ne sert à rien, même si je recharge la scène dans Octane, je vais quand même le désactiver, parce que d'un point de vue visu ici, dans le viewport, ça me permettra de mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Si je suis toujours avec l'outil de texture ici, je peux continuer de déplacer ma texture et la mettre exactement là où je veux, on va dire. Bon, donc ensuite le seamless, alors c'est censé, quand on a le tile, voilà, alors je sais pas si vous le voyez là, il fait une inversion dans tous les sens. Alors seamless, hop, voilà. Donc quand il arrive en haut de la texture, il repart du haut de la texture pour aller en bas. Donc ce qui fait que, vu que les bords des textures droite-gauche, gauche-droite sont les mêmes, ça donne l'impression d'une continuité.
mais c'est une fausse continuité. C'est ce qui, dans le moteur Octane, s'appelle Mirror. Alors on va essayer de voir ça. Alors, le problème, donc, comme je vous le disais au tout début, mais je ne vous ai pas expliqué, c'est que pour pouvoir piloter ça maintenant via Octane, eh ben, on est emmerdé parce qu'on a juste notre image et puis les paramètres de base de cinéma 4D. Donc il aurait fallu, et je préférerais vous montrer l'erreur pour vous montrer comment on la corrige ensuite, plutôt que de vous montrer directement comment on fait en 2 clics et puis après vous allez oublier ça. Donc en fait, au lieu d'appliquer directement dans le diffuse, si je l'ouvre ici, hein, c'est la même chose. Dans la partie diffuse de mon image, j'ai directement appliqué un fichier. Et je vous ai dit, c'est pas une bonne idée. J'ai cliqué là, je vous ai dit, il y a Load Image, où il y a les 3 petits points ici, je vous ai dit, c'est pas une bonne idée. Et voilà pourquoi. Parce qu'ici, on n'a plus moyen de dire à Octane que cette image, il faut la répéter ou pas. Et même dans les paramètres du tag ici, quand je vais sur Seamless, ça change rien dans le moteur Octane. Si je vais sur Tile, Seamless, ça ne change rien parce qu'Octane n'a pas les données nécessaires pour traiter cette image. Quand vous projetez des images via Octane, avant de charger une image, mettez ce qu'on appelle un nœud, mettez un outil qui définit, qui dit à Octane, attention, c'est une image. Et puis ensuite, vous chargez l'image à l'intérieur. Alors, comment on fait ça? Vous cliquez sur la flèche ici, à côté de la texture qu'on va utiliser. On va dans Plugins, C4D Octane. Et là, je vais utiliser un Image Texture. Comme ça, je dis clairement à Octane, et dans le Diffuse, tu es en train d'utiliser une image. Boum. Là, ça passe au noir. Alors, si j'ouvre le Node Editor, ce que l'on voit ici, c'est que dans mon matériel Glossy 1.2, on a bien du diffuse qui est connecté à une image, une image texture, mais pour l'instant, je ne lui ai pas dit ce que c'était cette image. On va le faire. On clique sur Image Texture, et là, on a File. Et c'est ici qu'il faut qu'on charge le fichier que l'on souhaite. Oui, alors, vous avez sans doute remarqué depuis un moment, j'utilise ce fichier qui s'appelle Octane 2021 Preview Credits 03.png, et quand on le regarde ici, il n'y a pas de couleur. Il y a juste, il a l'air blanc. Quand je mets la souris, on voit qu'il y a un petit logo Octane, et pourtant, quand je le charge, non, j'ai bien des couleurs à l'intérieur. On verra ça plus tard, ou peut-être dans un nouveau module que je ferai après. C'est ce que j'appelle alpha avec ou sans background. Ouais, je ferai un tuto spécial, tiens. Alors, j'ai chargé mon image. Je peux régler le power, le gamma, inverser mon image. Enfin bref. Ici, j'ai un paramètre de border mode. Warp around. Warp around, c'est un peu comme le seamless, enfin comme le tile qu'on a de base dans Cinema 4D. Si on utilise autre chose, black color, voilà. Ici, on a notre image et tout ce qui est autour, c'est noir. Ici, on a white. On a clamp, c'est-à-dire qu'il prend le dernier pixel et il continue à l'appliquer. Ça peut être intéressant. Et puis on a mirror, mirror, donc c'est le tile avec le seamless qu'on trouve par défaut dans Cinema 4D. Mais dans Octane, c'est ici que ça se trouve. Alors malheureusement, on dit à Octane qu'on projette une image,
Et puis, ben, ce qui est en dehors de l'image, ben, soit c'est blanc, soit c'est noir. Alors, on pourra s'en servir plus tard. Là, ce sera un truc un peu plus approfondi. Pour l'instant, je vais laisser blanc. Voilà. On peut éventuellement ajouter ici dans UV Transform et Projection, on peut ajouter des transformations. Avant qu'Octane utilise l'image pour la projeter, si je remonte ici avec la petite flèche là. Avant qu'il l'utilise pour la projeter dans l'image texture, parce qu'il sait que c'est une image qui a des paramètres particuliers. Avant de le faire, on peut passer par un système de transformation. Si j'ajoute un UVW Transform et que je l'édite, on peut faire des transformations. Alors, certaines, la translation ici n'a pas d'effet, mais on peut avoir par exemple une rotation en 3D. Alors, voilà, on a bien une rotation en 3D, elle sera visible, mais n'oubliez pas que cette rotation en 3D de notre image passe ensuite par le flat que l'on a utilisé pour projeter notre résultat de cette image avec son UVW Transform sur les éléments du cloner. Donc là, ça commence à se compliquer, hein. On va faire un reset. Si je prends un 3D scale, voilà, alors une par une, donc je peux régler l'échelle d'un côté, de l'autre. Donc ça, c'est un réglage d'échelle qu'on fait avant que ça aille dans le tag. Et dans le tag, on a d'autres réglages que l'on peut faire ici, dans le Length U, Length V. Vous voyez? C'est là où je vous disais au début que je voulais faire une vidéo parce que c'est une prise de tête ce truc, parce que vous appliquez des paramètres sur votre image ici et vous réappliquez d'autres paramètres là. Et parfois vous touchez un paramètre en pensant que vous savez ce que vous êtes en train de faire et en fait non, vous avez fait une transformation à un endroit qui ne sera pas récupérable ailleurs. Bon, c'est un peu le bordel. Bon. On revient sur une transformation 2D. Alors sur une transformation 2D de base, on a une échelle en X, une échelle en Y et une échelle en Z qui sert à rien puisque c'est une image, hein, donc elle est plate. Et puis là, on peut essayer de transporter, de translater notre image à gauche, à droite, en haut, en bas. Il s'en fout, il va reprendre cette image et elle va être transformée ici dans le offset U. Et on le voit, et alors ça c'est vraiment étonnant. Attendez, je vais écarter ça. On le voit cet offset ici, dans le viewport, voilà. Ok? Donc, vous appliquez votre texture en la déplaçant ici. Et ça sert à rien de la translater ici, puisqu'elle va être réappliquée par ces paramètres là. Voilà. D'où le bordel dont je vous parlais dans l'UVW. Oups, l'UVW Transform ici que je vais remettre à 0. Là, je vais faire clear. Alors, vous avez aussi le mode de projection, projection texture. Donc, si vous cliquez, si vous ouvrez, vous pouvez utiliser le mesh, d'autres modes de projection, mais il s'avère que tout ce système de projection, voilà, peut, pour certains, prendre la main sur le mode de projection choisi dans le tag du cloner, et pour d'autres, non. Là aussi, c'est un petit peu le bordel. Donc, vous voyez, je prends une image et je la projette. J'ai un mode de projection de texture. Je la projette en mode box, c'est-à-dire des images droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Et on ne retrouve plus rien. Au final, on retrouve uniquement la texture basique, le orange basique de mon objet. Parce qu'en fait, le mode de projection, le orange qu'on voit là, c'est quelques pixels qui sont récupérés dans le orange de cette image. Alors ensuite, on peut faire des translations pour essayer de capter un autre bout. Vous voyez, si je change les échelles là,
Voilà. Donc tous ces systèmes de translation de texture interne à Octane s'appliquent sur l'image, puis ils vont s'appliquer à travers les autres paramètres. Je reload. Les autres paramètres qui se trouvent là. Et comme vous le voyez, ça n'a plus d'influence sur la projection globale. Maintenant, c'est projeté sur les objets un par un. C'est l'enfer, ce truc. Je prends le Mesh UV. Donc là, il essaye de récupérer les coordonnées UV. Donc là, U et V. Je recharge la scène. U et V de mon objet cloneur dans son ensemble. Mais si on utilise un système de transformation UV, un système de projection de texture dans Octane sur une image, en lui disant d'utiliser les coordonnées UV de l'objet, eh ben, de toute façon, il va finir par utiliser celles qui sont déjà dans le tag de l'objet. Donc ici, ça sert à rien dans ce cas-là. Par contre, si je le mets en sphérique, il l'applique en sphérique sur tous les objets et il passe outre les paramètres de projection du cloneur. C'est là où ça devient le bordel. Donc, je clique là, j'efface, clear, voilà. Bon, là on a fait un joli tour, on a 51 minutes déjà. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu pourquoi on s'est fait chier à ce point-là. Alors, c'est simplement parce que maintenant que notre texture est appliquée à nos objets, à nos clones vont garder les propriétés de cette projection, même si on les déplace. Alors, si on les déplace, ça veut dire quoi? Si j'utilise, par exemple, sur mon cloneur, un effector, on peut prendre le truc basique, un plane. Alors, je vois plus les cubes, mais c'est parce qu'ils ont été déplacés en hauteur. Puisqu'ici, donc on a un effector. Donc c'est un objet qui va modifier certains paramètres de nos clones. Alors, comment il fait ça? Puisque c'est un truc à part entière, en fait, il est lié au cloneur. Le cloneur était sélectionné quand j'ai créé le plane effector. Si je vais dans cloneur et que je regarde effector, on voit qu'il y a le plane à l'intérieur. Si je le désactive, petite flèche verte, ça revient à sa place. Donc il l'a lié automatiquement parce que le cloneur était sélectionné. Je vais le supprimer. Si je sélectionne rien ici et que je crée un MoGraph plane effector, il ne se passe rien parce que j'ai bien un effector plane, mais il n'est pas lié au cloneur. Dans la section effector, je n'ai rien. Donc pour ce cloneur, je vais lui dire utilise cet effet et maintenant je vais pouvoir éditer mon effet. Je ne vais pas rentrer en détail dans les effectors. Le plane effector, voilà, il a dans ses paramètres strength, c'est-à-dire la force à laquelle il applique l'effet qu'on lui a dit d'appliquer. Et dans la section paramètres ici, on a une info qui lui dit ce qu'il doit faire. Cet effet, là ici, il change la coordonnée Y des cubes selon l'indication que je lui donne là. Alors, ça a l'air cucu ou concon, comme vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir des zones sur lesquelles cet effet s'applique plus ou moins. Donc, on va aller dans Fall Off, et dans Fall Off, donc ici j'ai un déplacement, donc dans mes paramètres, j'ai un déplacement vertical en Y de 30 cm. Je vais mettre. Et puis je vais prendre un Fall Off. Je vais prendre ici dans les fields, je vous fais le coup du linéaire ou on se fait un random. Bon, allez, on prend un random, voilà. De façon aléatoire, on a un cube qui définit notre zone aléatoire. De façon aléatoire, à partir d'une map noir et blanc, ici c'est un noise de type perline, mais on en a plein. Alors le perline est intéressant parce qu'il est animable. Je vais d'ailleurs le mettre à 50. Si j'avance, vous voyez, il s'amuse à bouger les cubes.
dans la limite de ce qui est indiqué ici dans les paramètres du plane, c'est-à-dire dans le ici effector paramètres, ici Y, jusqu'à telle hauteur. Et puis il y a quand même un paramètre auquel il faut que vous fassiez attention dans effector ici, parce que par défaut c'est fermé. On a la force à laquelle l'effector s'applique, donc vous pouvez appliquer par exemple un truc aléatoire, voilà, comme ça les cubes ils sont hors champ, et simplement si vous animez le strength, voilà, les cubes ils reviennent en place. Donc si vous faites une anime ou une animation où vous avez là au début un strength effector à 100% et puis à la fin vous avez un 0, je vais enregistrer une clé, votre anime elle va faire ça, ce qui est mignon. Mais faites attention à un truc, c'est que dans l'effector vous avez cet onglet là qui est fermé, qui est min-max. C'est-à-dire l'effet il s'applique uniquement en positif ou est-ce qu'il s'applique également en négatif? Alors pour certaines choses, pas ici pour la position en Y, mais pour certains autres paramètres et notamment des modifications de couleur ou de position par rapport à une autre image qu'on pourrait utiliser avec des niveaux de gris qui feraient dévier la position des cubes suivant le niveau de gris de l'image qu'on applique, vous allez avoir une incidence avec le minimum. Le mouvement va être fait en plus 100 et en moins 100. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, autant ici, ça n'a pas d'incidence quand on travaille juste sur Y, mais si on travaille sur d'autres paramètres, comme la position relative à une couleur ou à un niveau de gris, ce min-max, minimum, suivant s'il est à 0 ou s'il est à moins 100, ça peut vous jouer des tours. Notamment, alors ça se trouve, je vais dire une connerie, mais je vais mettre un effector shader. Voilà. Ici, par défaut, par exemple, l'effector shader, il a un maximum à 100 et il a un minimum à 0. Et souvent, on voudrait un minimum à moins 100. Et on l'oublie ce truc-là parce qu'il est fermé. Et on le voit pas. Bon, on verra le shader effector une autre fois. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce qui est intéressant avec ce système de mapping, c'est que chaque cube garde son mapping. Et c'est d'autant plus intéressant que même si vous avez une variation dans un sens ou dans l'autre, chaque cube garde sa propre projection. Là, vous pouvez me dire, ouais, mais en fait, la projection, elle se fait d'en haut. Alors, vu que les cubes ne se déplacent pas en X et Y, c'est pas un problème. Mais si maintenant on active la rotation, alors, enfin, on voit ici que chaque cube, hein, si je mets une translation aléatoire en X, on voit que chaque cube garde bien sa projection. Et on le voit encore mieux quand on utilise les rotations. Les rotations aléatoires. Voilà l'objet de ce tuto en fait. C'est de vous expliquer comment, alors surtout MoGraph, ok, mais aussi Octane. Comment via Octane, on met les choses dans l'ordre. Alors on peut essayer un dernier petit truc. Attendez, je vais faire pause, je fais un essai et je vous reprends. Bon, alors j'ai fait un petit essai qui malheureusement n'est pas concluant. Puisque là en fait, si vous regardez bien, vous avez des cubes qui se chevauchent. Et on veut peut-être pas ça. Le problème c'est que j'ai essayé de faire en sorte qu'ils se bousculent les uns les autres. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à la bonne place. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Je vais juste vous montrer en vitesse. Voilà ici. On a un chevauchement là qui est énorme. Donc dans mon cloneur, je fais un clic droit.
Je vais dans Simulation Tag. Je vais mettre un rigid body, c'est-à-dire que chacun des objets est un objet à part entière. Alors le problème c'est que si j'avance ma simule, boum, il tombe en fait. Ben oui, il y a un problème de gravité. Bon, on peut soit annuler la gravité en allant dans les préférences du projet, CTRL D, ou Project Settings ici dans le menu Edit. Et là, dans l'onglet Dynamics, vous avez Gravity 1000. C'est la gravité par défaut. Si je mets 10, on va voir que les objets ils tombent aussi. Mais surtout, vu qu'ils sont les uns contre les autres, sans doute déjà là, voilà. Là, à l'origine, hein, à l'image 0, on a déjà des cubes qui s'entremêlent, donc ils ont tendance à s'éjecter, à se repousser violemment les uns les autres. Il y en a qui se mettent à tourner dans tous les sens. Alors là, on a un petit peu de gravité qu'on va pouvoir soit mettre à 0 dans les préférences, soit dans notre tag de Dynamics Body, on va pouvoir, dans Force, on va pouvoir utiliser le Follow Position ou Follow Rotation. C'est-à-dire que on va appliquer une autre force, donc là ça va de 0 à 100, qui pousse l'objet à être là où il est censé être, mais en respectant quand même les problèmes de collision. Donc à tel endroit, l'objet est censé être à tel endroit, donc on voit que, voilà, il tend à reconstruire ce qu'il est censé devoir construire, mais les cubes sont pas à leur place. Alors on peut éventuellement, j'enlève le position, on peut éventuellement forcer le follow rotation pour que les cubes essayent de retrouver la rotation qu'ils sont censés avoir. Voilà, donc ils finissent bien par trouver leur rotation, mais ils se mettent à tomber à cause de la gravité. Donc on va remettre du follow position 62, on va essayer. Voilà, les cubes se bousculent, ils essayent de se mettre en place, mais et finalement ils s'emboîtent comme ils peuvent, et il y en a même qui s'emboîtent pas. Je vais forcer la position à 100%. Si je fais un play, voilà, ils essayent, brrr, on les voit qui tremblent là, ils essayent de trouver la position qu'ils sont censés avoir, mais ils n'y arrivent pas, parce que si le cube essaye de tourner, il se cogne contre les cubes qui sont autour et il peut pas. Donc pour s'amuser dans le cloneur, on peut ajouter un petit peu de distance. Au lieu de 5, on peut mettre, je sais pas, 7 et 7 entre chaque cube. Voilà, et là ils se mettent à tourner et ils retrouvent bien la position qu'ils sont censés avoir. Si je mets juste 6, tiens, 6, 6, 6. Voilà, ils y arrivent à peu près. À peu près. C'est pas non plus la panacée. Enfin bon, voilà. Je voulais juste faire un essai. Bon, là, je pense qu'on a fait un bon tour. Tiens, est-ce qu'on peut animer ça? Je sais même pas. C'est pas grave. Je pense qu'on a fait un tour intéressant. Klein. Enfin, on voit qu'on a des cubes qui sont un petit peu de travers là. Ceci dit, ces petites imperfections, c'est souvent ça qui ajoute un petit peu de charme aux productions qu'on peut faire. Bon, ouais, c'était un peu long, hein, 1 heure, j'espère que je vous ai pas saoulé, mais voilà, bon, moi ce que je trouve important c'est de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on fait comme ci, pas comme ça, quelles sont les erreurs qu'on peut faire et comment on les corrige, parce que des fois on est complètement largué, mais a priori c'est normal, c'est parce qu'il y a des interpénétrations de paramètres, et un paramètre qui ne peut agir que si tel autre est comme ci, comme ça, donc c'est vraiment pas facile du tout. Je sais pas ce que j'ai bien envie de vous en faire un autre de tuto, mais je sais pas trop. Je pense qu'on va faire du MoGraph aussi. Je verrai, ou si vous avez des envies, vous me dites. Allez, à plus, Marcel, dans le bus. Ciao.